Bonjour Dora Muto. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors c'est le livre de la semaine. Il se hisse en tête de vente dans les librairies, sur les plateformes de e-commerce. Et pourtant, eh bien, c'est par lui que le scandale arrive. Transmania enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre aux éditions Magnus, coécrit donc par vous-même avec Marguerite Stern, près de 350 pages dans lesquelles vous montrez, témoignage à l'appui, comment l'idéologie transgenre a pénétré en profondeur dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans notre société. Vous dénoncez un scandale à la fois sanitaire et social. On va revenir évidemment sur le contenu de cette enquête. D'abord, quelques mots quand même sur cette polémique que suscite la publication de votre livre. Je l'ai évoqué, l'afficheur JCDecaux a annoncé cette semaine retirer les publicités en sa faveur après la demande de la mairie de Paris. Vous êtes également visé par une plainte de l'association SOS Homophobie qui vous accuse de colporter la haine contre les personnes trans. Comment vivez-vous cette polémique ? Est-ce que vous avez été surprise par l'écho médiatique qu'a suscité la publication de votre livre ? Alors non, Marguerite et moi, on n'est pas surprises du tout parce que ça fait à peu près 4 ans qu'on a commencé à s'exprimer publiquement sur ce sujet et ça fait 4 ans qu'on subit de la censure et du harcèlement constant, du harcèlement judiciaire. À titre personnel, j'ai 3 plaintes sur le dos pour appel à la haine transphobe, tout simplement parce que je critique les dérives de l'idéologie transgenre. La polémique, elle va quand même assez loin. Je vous prends par exemple cet exemple sur France 5 et Nora Malagré qui en appelle à l'Arcom, l'autorité de régulation des médias, suite à la publication de votre livre et à l'écho médiatique qui s'en est suivi. Qu'est-ce que cela vous inspire, ce type de propos, ce type d'attaque, en tout cas de vos opposants sur le terrain des idées? Elle appelle à la censure, mais en même temps, c'est pas très stratégique ce qu'elle est en train de faire, vu qu'elle a quand même parlé du livre et que grâce à elle, le livre est remonté dans le top 1 des ventes sur la Fnac et Amazon lorsqu'il était passé en top 2 aujourd'hui, donc on remercie Nora. Est-ce que vous êtes victime, vous avez dit être victime d'un certain nombre d'harcèlements, Oui. d'attaques, vous avez été victime d'attaques depuis la publication du livre ? Oui, énormément, des menaces de mort tout le temps, énormément de diffamation, voilà, on me traite de transphobe, il y a cette plainte qui fait partie de ce harcèlement judiciaire, et puis il y a une censure, une vraie censure des librairies en réalité, c'est-à-dire que dans beaucoup de librairies, le livre est caché, et même quand les lecteurs veulent le commander, très souvent les libraires refusent de le commander, et malgré que le livre soit premier sur la Fnac en ligne, le livre à la Fnac n'est pas dans les nouveautés, il n'est souvent pas trouvable du tout. Vous estimez que sur cette thématique de la transidentité, cette thématique de l'idéologie transgenre, vous estimez qu'il y a de la désinformation sur la manière dont le sujet est abordé dans les médias, dans les livres, dans les écoles même ? Oui, tout à fait. Enfin, je veux dire, le plus gros scandale qu'on dénonce, c'est quand même le fait qu'il y a des bloqueurs de puberté qui sont donnés dans les hôpitaux en France à des enfants, ce qui est extrêmement grave. C'est-à-dire que des enfants qui ont 12 ans prennent des médicaments qui vont bloquer leurs hormones sexuelles, ce qui a en fait un impact extrêmement grave sur leur santé. Ils vont devenir infertiles, ils vont aussi avoir des problèmes avec leur cerveau, de développement cognitif, une incapacité à faire des abstractions. Il y en a qui vont avoir de l'ostéoporose et souvent aussi les enfants à l'âge adulte ont une anorgasmie. Enfin, c'est pas rien de donner des bloqueurs de puberté à des enfants comme ça. Il y a à peu près 18 unités en France qui donnent des bloqueurs de puberté aux enfants, puis ensuite des hormones croisées, et puis parfois vont jusqu'à faire des mammectomies, c'est-à-dire retirer les seins de jeunes femmes parce qu'elles se considèrent être des hommes. Nous, on considère qu'on ne peut pas aujourd'hui faire ça à des enfants. Et comme on sait, il y a un scandale sanitaire à ce sujet en Angleterre avec la clinique Tavistock. Il y a plus de 1000 familles qui attaquent en justice parce que ces cliniques ont fait transitionner leurs enfants et on voit les dégâts. Donc on aimerait bien qu'en France, on puisse réfléchir à ce sujet. Et ce sont en tout cas des éléments que vous documentez largement dans ce livre avec des témoignages à l'appui. Est-ce que malgré tout, vous comprenez, Dora Muto, que certains jugent vos prises de position, votre livre transphobe? Certains disent, après tout, eh bien, les personnes qui souhaitent transitionner, elles font bien ce qu'elles veulent. Non, nous,
on n'admet absolument pas qu'on nous traite de transphobes. Ce livre n'est pas transphobe, c'est un livre bien au contraire qui s'est intéressé au parcours des personnes trans. Nous avons interviewé un certain nombre de personnes trans pour ce livre, sauf qu'il y a une différence entre des personnes trans et critiquer une idéologie. En l'occurrence, il y a un certain nombre de personnes trans qui s'opposent à l'idéologie transgenre. On ne leur donne jamais la parole dans les médias et c'est ces personnes-là qui ont pu s'exprimer dans ce livre. Que vous disent ces personnes-là, justement, précisément, à propos de ces dérives sur cette idéologie? Eh bien, ce sont des personnes qui, en fait, se considèrent être des personnes transsexuelles et non pas transgenres. Ce sont des gens qui admettent avoir eu à un moment dans leur vie un problème d'ordre psy, ou parfois, ça peut être aussi d'autres types de problèmes, comme la véritable intersexuation, qui a fait que, dans leur parcours de vie, il a été plus simple pour eux de transitionner d'un sexe à un autre, enfin, plutôt d'un genre à un autre, comme on dit actuellement. Parce que pour eux, voilà, être un homme, par exemple, quand on est avec une certaine intersexuation qui peut faire qu'on a voilà, un micro-pénis ou des organes génitaux non fonctionnels, ça peut être effectivement compréhensible de transitionner vers l'autre sexe. Et ces personnes-là nous disent que l'idéologie transgenre leur nuit et les fait passer pour des dingues. Ce qu'elles vous disent, c'est qu'elles auraient préféré à ce moment-là être accompagnées différemment. Oui, exactement, être accompagnées différemment. Et puis, surtout, ce sont des personnes qui admettent qu'elles ont une problématique, soit d'ordre hormonal, soit d'ordre psy. Et pour elles, justement, là, en ce moment, il y a une sorte d'idéologie qui, en fait, les instrumentalise une véritable pathologie. Ce que disent vos opposants, Dora Muto, et c'est d'ailleurs ainsi que SOS Homophobie justifie sa plainte à votre égard, ils disent « La transphobie, ce n'est pas une opinion, c'est un délit ». Que leur répondez-vous ? Déjà, nous ne sommes absolument pas transphobes. Il y a une différence entre détester des gens, appeler à la haine vis-à-vis de gens et critiquer, en fait, une idéologie et un lobby. C'est-à-dire faire une analyse de ce qui se passe. Nous, on est juste en train de mettre en lumière et d'analyser un phénomène et un projet politique que nous jugeons alarmant. Que dit, selon vous, cette polémique de l'état du débat en France ? Il y a certains sujets sur lesquels on ne peut plus dire ce que l'on veut, on ne peut plus s'exprimer librement. Eh bien, effectivement, c'est hyper inquiétant ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une omerta complète sur ce sujet-là. Et quand on voit qu'effectivement, il y a des informations directement qui sont qualifiées de extrême droite, complotiste, facho, etc. C'est des étiquettes qu'on pose sur les gens pour qu'ils n'aient pas droit au chapitre. Et ça, c'est absolument inacceptable. Il faut débattre. Dans ce livre, vous pointez donc du doigt les dérives de cette idéologie. Qu'est-ce que vous appelez précisément la transmania ? La transmania, en fait, c'est cette frénésie qu'il y a en ce moment autour du sujet trans. Et en fait, c'est cette idée qu'on peut naître dans le mauvais corps. C'est cette idée qu'on serait assigné, qu'on aurait un sexe assigné à la naissance. C'est aussi l'idée qu'on on pourrait changer de sexe et que le sexe serait déclaratif. Et le problème de ça, c'est que cette idéologie-là, elle rentre dans les lois. Depuis 2016, en France, on peut être une femme et avoir un pénis. On peut être une femme à l'état civil et avoir gardé ses organes génitaux. Donc en fait, effectivement, cette transmania se retrouve dans les lois, mais aussi dans les écoles. Elle se retrouve dans les universités. Elle se retrouve en politique, elle se retrouve un peu dans toutes les sphères de la société. Et vous parlez donc d'un scandale à la fois sanitaire et social. Pourquoi social ? Social, parce que effectivement, quand on voit ce qui se passe au niveau de la jeunesse et dans les écoles, il faut bien se rendre compte, pour plein de gens, là, ce qu'on raconte paraît complètement dingue et absurde, mais pour les moins de 35 ans qui passent leur vie sur TikTok et Instagram, toute cette culture trans est complètement rentrée dans les mœurs. Les jeunes, aujourd'hui, ils nous disent qu'un sexe leur a été assigné à la naissance. Il y a des jeunes qui ne disent plus le mot femme, ils disent personne à vulve, personne à trou du devant, personne menstruée. Ça c'est un langage assez commun, en fait, chez les moins de 35 ans, donc... ce n'est pas rien, il y a une nouvelle langue qui pénètre les esprits. Et alors, quelle est face à cela la marge de manœuvre et parfois peut-être la part de responsabilité des parents ?
Eh bien, effectivement, il y a un certain nombre de parents qui tombent un peu dans le panneau. Bon, après, on peut les comprendre parce que c'est pas toujours simple de s'opposer à des adolescents qui peuvent être en rébellion contre les parents. Mais il faut que les parents ils s'informent, il faut que les parents lisent ce livre pour comprendre en fait ce qui est en train de se jouer. Ce que vous pointez du doigt également dans ce livre Dora Muto, c'est le rôle de certains médecins qui, dites-vous, profitent du malaise de certaines personnes pour en faire un business. Oui, tout à fait. Il faut comprendre que bon, sur le marché américain, aux États-Unis, aujourd'hui, il y a plus de 60 cliniques du genre qui poussent des personnes, enfin voilà, qui accueillent les personnes qui veulent transitionner. C'est un véritable business. Il y a certains cabinets d'études qui ont sorti des rapports qui expliquent que le marché de la transition hormonale représente 1,6 milliard de dollars et que d'ici 2030, ça va encore augmenter de 4%. Donc effectivement, l'industrie pharmaceutique est assez ravie de cette mouvance. Et cette mouvance, il faut bien comprendre qu'elle est financée. C'est pour ça qu'on parle d'un lobby. Il y a 36 millions qui ont été injectés pour faire avancer les revendications transgenristes en 2021. Et ça, c'est des chiffres qu'on trouve dans les rapports de LGBT Funders, qui est un groupe de philanthropes pro-mouvance trans-LGBT. Quel est aujourd'hui concrètement le parcours d'une personne qui peut-être se pose la question d'une transition de genre? Est-ce que, je pense en particulier aux mineurs, est-ce que les médecins proposent des alternatives, d'autres accompagnements? Alors, il y a certains médecins, oui, qui essayent de faire des thérapies exploratoires, etc. Mais malheureusement, il y a une loi qui est passée en 2022 qui est dangereuse pour un certain nombre de psychiatres et de médecins parce que c'est une loi qui dit que, à la base, c'était une loi contre les thérapies de conversion homosexuelle. Il y a le terme identité de genre qui est rentré en douce dans cette loi. Et donc, par conséquent, quand on reçoit une jeune personne et qu'on veut lui faire une thérapie exploratoire, on risque de tomber dans cette idée que ce serait une thérapie de conversion d'identité de genre. Donc aujourd'hui, les médecins ont très très peur. Et cela aboutit parfois à des opérations, je vous cite, qui sont proches de la boucherie. Oui, tout à quoi fait. faites-vous référence? Eh bien, à certaines opérations, notamment la phalloplastie, quand une femme veut essayer d'avoir un pénis, on lui découpe un bout de l'avant-bras ou bien un bout du dos et on essaye de... Voilà, il y a un bout de peau qui est arraché carrément. On essaye de refaire une sorte de boudin comme ça avec cette peau-là. Et on va essayer en plus, parce que ce faux pénis ne peut pas avoir d'érection naturelle, donc il va y avoir une pompe qu'elle va devoir activer. Et quand on voit les images, j'invite les gens à être curieux, à aller voir les images en ligne ou à regarder par exemple les documentaires de Sophie Robert où on voit ces images-là et essayer de se rendre compte de ce que c'est véritablement. Et ça fait peur. Et vous avez d'ailleurs rencontré dans le cadre de cette enquête un certain nombre de personnes qui regrettent d'avoir effectué cette transition. Aujourd'hui, il n'y a pas de retour en arrière possible? Alors, s'il y a certaines personnes qui détransitionnent, surtout des femmes autour de l'âge de 25 ans... Est-ce que c'est vraiment réalisable biologiquement, j'allais dire? Non, on ne peut jamais complètement détransitionner, malheureusement. Ces femmes-là se retrouvent avec souvent une hypertrophie du clitoris et de certains, de leur utérus, etc. Et puis, elles ont des poils à vie sur les pieds, sur le menton, etc. qu'elles vont devoir... elles sont obligées de faire des épilations définitives. Ça a des conséquences dramatiques pour leur santé. Alors un autre élément que vous pointez également dans votre livre, ce sont les agressions dont sont victimes certaines femmes. Je lis un passage sur son site internet, l'association anglaise Get the Hell Out s'alarme du fait que dans les milieux queers, on recommande maintenant aux lesbiennes de prendre avec elles des préservatifs lorsqu'elles vont en soirée lesbienne, au cas où Robert ait son pénis de femme. Oui, en fait, effectivement, il y a une scission aujourd'hui dans les milieux LGBT. Il y a un certain nombre de personnes gays, homosexuelles qui veulent s'en distancier et elles disent qu'elles sont LGB et elles veulent se séparer du T. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, dans les milieux lesbiens, tout particulièrement, aujourd'hui, on a des femmes trans, c'est-à-dire des hommes transféminins, des hommes qui se disent femmes et qui parfois gardent leur pénis, qui exigent que des lesbiennes couchent avec eux. Ça veut dire qu'il y a un enjeu
même de sécurité en fait autour de ces thématiques. Ben oui, tout à fait. Dans les sports, dans les prisons, dans les vestiaires, etc. En tant que femme, on a le droit quand même à un certain niveau de sécurité. Et quand un homme transitionne, vu qu'aujourd'hui il n'est pas obligé de faire une transition complète, vu qu'il peut garder ses organes génitaux mâles, effectivement, il y a un certain risque. Et il y a un certain risque que des prédateurs non trans utilisent en fait ces lois-là pour rentrer dans les vestiaires des femmes et dans les lieux de femmes. Sur les méthodes de ce que vous appelez le lobby trans, Oui. Vous parlez dans votre livre donc de pression, de tentatives de marginalisation, vous parlez même de menaces Oui. par moment. Et quelle forme tout cela prend-il ? Eh bien, c'est-à-dire que dès qu'on prend la parole sur ce sujet, tout s'écroule autour de vous. Vous avez des menaces de mort, vous subissez une cancel culture hallucinante. Moi, j'ai tout perdu en disant tout simplement qu'une femme est une femelle adulte humaine et que ce n'est pas un ressenti. Je gagnais ma vie à travers Instagram avec un compte assez influent sur la question sexo. Ce compte s'appelait Tajoui. J'avais beaucoup de partenariats avec un certain nombre de marques de l'univers sexo-intime pour les femmes. Et toutes les marques m'ont lâché et n'ont pas renouvelé les contrats ou ont carrément annulé les contrats, tout simplement parce que j'avais dit ça. Donc effectivement, il y a une pression gigantesque que les transgenristes mettent sur pas mal de parties de la société. Sur ce compte Instagram qui effectivement fonctionnait très bien, à quel moment avez-vous senti que vous étiez lâché par les sponsors ou bien par les partenaires ? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que sur ce compte Instagram, un certain nombre de militants transgenristes sont venus m'expliquer que je n'étais pas assez inclusive et qu'il fallait que je parle. Enfin, si je parlais d'utérus, de clitoris, de fausses couches, etc., fallait aussi parler de pénis de femmes. Et ils m'ont dit ça très sérieusement, ce à quoi j'ai un peu rigolé au début. Et puis quand j'ai commencé à prendre position sur ce sujet-là, les marques n'ont pas pu faire face et m'ont toutes lâché, oui. Et qu'est-ce qui pousse malgré tout peut-être certaines féministes, vous avez côtoyé ces milieux pendant de nombreuses années, qu'est-ce qui pousse certaines à prendre position en votre sens ? En mon sens, il n'y en a pas beaucoup qui prennent... C'est très rare. C'est très rare aujourd'hui, les femmes qui prennent publiquement position il y a des femmes qui ont la même opinion, mais en fait, aujourd'hui, les femmes sont terrorisées. C'est ce que j'appelle la trans-terreur. Elles ont peur de dire ce qu'on dit parce qu'elles ont vu ce qui arrivait à Marguerite et moi, elles ont vu ce qui arrivait à J.K. Rowling, elles ont vu ce qui arrivait à Posy Parker dans d'autres pays. Ce sont d'autres femmes qui ont exactement les mêmes positions que nous. Ce sont des femmes qui se font harcelées physiquement. Posy Parker a dû être exfiltrée d'une manifestation parce qu'il y avait des centaines de transgenristes qui l'ont attaquée physiquement. Marguerite Stern en France s'est pris des œufs sur la tête pendant les manifestations féministes. On a coupé les freins de mon vélo devant chez moi. Enfin, ce n'est pas une blague. Donc en fait, les femmes qui sont d'accord avec nous préfèrent rester discrètes. Ça veut dire en tout cas, ce que vous dites, c'est que dans les milieux féministes, ce discours que vous portez, il n'est peut-être pas si minoritaire que cela ? Non, en réalité, disons que je ne sais pas si c'est dans les milieux féministes, mais énormément de femmes pensent exactement comme nous, mais ne peuvent pas le dire, n'osent pas le dire, parce que quand elles commencent à le dire, par exemple, au sein de leur entreprise, ça peut poser des problèmes, elles peuvent perdre leur emploi. Donc effectivement, c'est très compliqué pour un certain nombre de femmes de dire ce qu'on dit. Merci beaucoup Dora Muto. Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre, un livre, on l'a bien compris, qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui a le mérite de poser un certain nombre de questions, de recueillir aussi beaucoup de témoignages. En tout cas, c'est très instructif que l'on soit d'accord ou non avec les conclusions que vous tirez de cette enquête. Merci à vous, Merci à vous. Dora Muto.